D'abord, je voudrais parler de la gestion de l'incertitude. Ces décisions de fin de vie font appel au sens moral des acteurs, bien entendu, à leur sens du bien et du juste. La manière dont ils vont justifier leurs actes est vraiment très importante. Et donc ces décisions font directement appel à leur responsabilité, une responsabilité de médecins, donc liée à leur rôle, à leur statut, puis une responsabilité tout simplement d'hommes, d'humains qui s'occupent d'une autre personne. Donc, plus que pas mal d'autres médecins, c'est vrai que le réanimateur est quotidiennement confronté à la mort et donc cette mort engage sa responsabilité dans le sens où elle est souvent le résultat d'une décision de fin de vie. Donc on pourrait dire que la plupart des traitements en réanimation sont des traitements de support vital et que donc quand on va décider de ne pas les utiliser ou de les retirer, eh bien ça va entraîner la mort dans les minutes, dans les heures qui suivent. Donc cette phrase, évidemment, ce que je viens de dire, ça semble être extrêmement tranché. On a d'un côté la vie, d'un côté la mort. Évidemment, dans la réalité, les choses sont plus compliquées que ça. Je voudrais ici reprendre une phrase de Paul Ricoeur qui dit « Je me permets de dire que les problèmes vraiment difficiles de la morale ne sont pas de choisir entre le bien et le mal. Les cas plus difficiles sont ceux où l'on doit choisir entre le gris et le gris. » Et donc le philosophe rappelle que certains médecins sont plus confrontés que d'autres à ces situations que les juristes appellent les hard cases, les cas difficiles, ceux où finalement on ne sait pas forcément quelles règles adopter. Et c'est précisément dans ce contexte, dit Paul Ricoeur, qu'il faut inventer à la fois la norme et le jugement. Ce sont de vrais problèmes, dit-il. Donc les réanimateurs, c'est vrai, sont régulièrement confrontés à ces situations difficiles, ces situations qui prêtent à discussion, à controverse parfois, qui peuvent générer aussi des tensions et des conflits dans le service. Et donc l'incertitude, et c'est quand il y a une incertitude justement qu'il va y avoir des tensions, et cette incertitude est très souvent liée à l'idée du pronostic. Et c'est vrai qu'il n'est pas toujours facile de prédire, avec des guillemets bien entendu, la qualité de vie future d'un patient, son degré de handicap ou son altération mentale. Et donc la place accordée au pronostic va être très importante et elle nécessite donc qu'on s'y attarde un petit peu. Dans un livre consacré justement au pronostic médical, le sociologue et médecin américain Christakis montre que les erreurs sont extrêmement fréquentes. Et il montre aussi, et c'est intéressant, que les médecins confrontés aux maladies chroniques, comme les cancérologues par exemple, qui connaissent très bien leurs patients, qui les suivent pendant des années, ont tendance à être plutôt optimistes au moment d'énoncer un pronostic. Et au contraire, il montre que les médecins confrontés aux urgences et aux maladies aiguës ont tendance à être plutôt très pessimistes. Donc donner un pronostic peut faire peur aux médecins, c'est difficile, mais en même temps, ça leur permet de réaffirmer leur autorité et ça leur donne un sentiment de maîtrise qui fait souvent défaut dans ces situations de fin de vie. Donc énoncer un pronostic facilite la prise de décision de limitation d'arrêt des thérapeutiques et Christakis montre qu'en réanimation, le pessimisme est même ritualisé. Et il a pour fonction de normaliser l'échec attendu, c'est-à-dire la fin de vie du patient. Donc le pessimisme, dit Christakis, devient un outil en fait pour prendre les décisions de fin de vie, pour les mener à bien. Un pronostic sombre rappelle au médecin que finalement la mort du patient est le fait de la nature et non de son intervention. Et donc l'importance du pessimisme, on le voit, mais évidemment prononcer un pronostic comporte des marges d'erreur importantes. Et j'étais très intéressée de voir que dans chaque service que j'ai observé, on m'a raconté une anecdote, une histoire qui se rapportait à une erreur ou à une presque erreur qui aurait pu être commise dans ces situations de fin de vie. Et Christakis fait le parallèle entre ces anecdotes, entre ces histoires et la notion de folklore, dans le sens où ces histoires sont empreintes de justice, d'ironie et de morale. Donc, comme je le disais, on m'a raconté à plusieurs reprises des histoires comme ça, et je vais vous raconter ici une histoire qui m'a été racontée très tôt dans un des services que j'ai observé par un médecin senior
Et on m'a raconté la même histoire quelques jours plus tard. Elle m'a été racontée par différentes personnes, par la kiné, par une infirmière et même par un interne du service qui n'avait pas du tout connu cette histoire puisqu'elle s'était passée quelques années auparavant, mais on lui avait raconté et il me l'a racontée parce qu'il jugeait qu'elle était intéressante. Donc il s'agissait de l'histoire d'une jeune fille, en fait d'une jeune fille de 15 ans qui a été hospitalisée dans le service, donc dans un service de réanimation adulte, pour un purpura fulminant, pour donc une méningite très grave. La patiente est traitée rapidement, me raconte-t-on, et elle survit au premier jour d'hospitalisation. Et très vite, l'équipe prend conscience que si elle survit, ses séquelles vont être très importantes. C'est vrai que son évolution initiale a été difficile, des rechutes nombreuses, des complications, des amputations et beaucoup d'incertitudes. Elle a été hospitalisée un mois et au bout d'un mois, certains médecins dans le service commencent à évoquer l'idée que pour cette patiente, il serait peut-être plus raisonnable de penser à une limitation des traitements et des techniques. Et donc, il y a beaucoup de discussions qui ont lieu. Évidemment, c'est une patiente très très jeune, donc les discussions sont passionnelles. Et il y a ceux qui pensent qu'il faut poursuivre et ceux qui pensent qu'il faut arrêter, ou en tout cas limiter les choses. Et puis, face à ce désaccord, la décision est prise de poursuivre la prise en charge. Et la patiente va rester encore un mois de plus, donc elle reste plus de 2 mois dans le service, et elle va quitter le service avec des séquelles lourdes, puisqu'elle est sourde, elle souffre d'une insuffisance rénale définitive, et elle a subi beaucoup d'amputations, notamment des 2 avant-pieds. Donc elle va sortir de réanimation. Ce qui est intéressant, c'est que l'équipe va suivre cette patiente et elle va rester alitée pendant des années, en fait, des années qui vont lui permettre de passer son baccalauréat et de suivre ensuite des études de droit. Et elle est aujourd'hui juriste. Ce qui est vraiment intéressant dans cette histoire, c'est que le médecin qui était le chef de clinique, en fait, qui était responsable de cette patiente au moment de son hospitalisation, était celui qui souhaitait le plus limiter les thérapeutiques. Et c'est lui qui est resté en contact avec elle, ils sont même assez proches maintenant. Et donc il a pu suivre son parcours et il lui a raconté en fait les discussions qui avaient lieu dans le service. Et un jour il déjeunait avec elle et il me l'a raconté, mais d'autres me l'ont raconté aussi. Et elle lui aurait dit... Tu imagines, elle aurait dit avec humour, si les autres t'avaient écouté, nous ne serions pas ici en train de manger ensemble, je serais morte. Bon, c'était un peu provocateur, bien entendu, mais du coup, cette histoire est racontée. Elle est racontée souvent aux nouveaux arrivants, aux internes, aux jeunes infirmières. Elle est racontée avec humour, hein, mais elle est racontée aussi avec un certain malaise pour bien faire comprendre qu'il est important de réfléchir aux décisions qu'on prend, qu'elles ont des impacts très importants, et puis pour rappeler aussi, bien entendu, l'importance de la collégialité. Donc cet exemple montre à quel point la subjectivité des médecins vont entrer en compte dans les décisions. Les médecins exprimaient ce qui leur semblait être une qualité de vie acceptable ou pas pour cette jeune femme. Et comme je l'ai dit, cet exemple rappelle l'importance des décisions collégiales, donc de confronter les différents points de vue pour vraiment prendre la meilleure décision possible. Et donc la peur de refaire une erreur ou d'avoir presque commis une erreur dans cette situation, eh bien ça peut freiner parfois les médecins dans la confiance qu'ils vont accorder à leurs pronostics ou à ceux de leurs collègues, et ça peut du coup prolonger le processus décisionnel. Donc la manière de gérer l'incertitude dépend là aussi beaucoup du service dans lequel on se trouve. Dans certains services, ça entraîne vraiment une prolongation du processus décisionnel. On dit souvent, oui, mais rappelez-vous, dans cette situation, on a failli se tromper, donc on va continuer un peu plus longtemps pour vraiment être sûr maintenant. Deuxième difficulté pour les soignants des services, c'est d'accepter les ambiguïtés liées à la réanimation elle-même. Donc les décisions de limitation ou d'arrêt des thérapeutiques se déroulent dans une situation qui peut être complexe. Alors parfois c'est simple, hein, c'est clair, les décisions ne sont pas difficiles à prendre. Et puis parfois le contexte médical est extrêmement compliqué et les équipes doivent aussi tenir compte du contexte des relations professionnelles. Les médecins doivent faire attention par exemple aux infirmières qui se démotivent parfois face à certaines situations qu'elles ne comprennent pas toujours. Et puis il faut prendre en compte également le contexte social, le contexte juridique bien entendu.
Donc évidemment, les décisions, je le disais tout à l'heure, sont fondées partout sur des critères médicaux, c'est ce qui prime, mais d'autres critères un petit peu moins médicaux vont entrer en compte aussi. La demande préalable du patient, donc des directives anticipées, mais on sait que c'est extrêmement rare en réanimation, même de nos jours. L'âge du patient va compter et va impacter sur la décision, les souhaits et l'attitude de la famille, et ce sont des choses qui ne sont pas forcément exprimées explicitement, mais ça va aussi impacter sur la manière de prendre la décision. Puis le contexte social du patient, on ne va pas prendre la décision de la même manière et on ne va pas forcément non plus prendre la même décision pour un patient qui est entouré, qui a une famille, qui peut par exemple accueillir un patient à la maison trachéotomisé, que pour une personne sans domicile fixe, qui n'a aucune famille, qui n'a aucune personne qui peut témoigner de ses volontés par exemple. Donc tout ça va entrer en compte dans la décision. La dimension économique de la prise en charge peut être évoquée, j'en parlais tout à l'heure, mais vraiment à aucun moment c'est apparu comme un critère de décision. Donc les logiques à l'œuvre au sein de ces différentes dimensions ne sont pas toujours congruentes, on l'imagine, et les médecins doivent jongler, je le disais tout à l'heure, entre des demandes et des contraintes qui sont parfois éloignées. Et donc la responsabilité des acteurs va vraiment être mise au devant de la scène, et comme dit Alain Touraine, c'est toujours le sens donné à l'acte qui commande l'évaluation de l'acte. Donc au centre de l'activité du professionnel, donc du médecin par exemple, va se trouver sa capacité d'agir non pas uniquement selon des textes et des recommandations, tout en les respectant bien entendu, mais aussi sa capacité à agir comme un être moral, centré sur l'autre, sur le patient, sur sa famille, mais aussi, et c'est très important, sur lui-même, puisqu'il ne doit pas se sentir étranger à la décision qu'il va prendre. Donc on est dans une situation qui peut être complexe et les ambivalences, je le disais tout à l'heure, peuvent être nombreuses. On va les voir, ambivalence éthique, ambivalence liée à la mort elle-même, mais aussi au patient, à la famille. Donc d'abord la mort elle-même, c'est vrai que la mort est le fruit de nombreux équivoques que la société aime bien mettre en avant, à la télévision, à la radio, dans les histoires qu'on raconte. On distingue évidemment mort administrée avec des guillemets et mort naturelle, alors qu'en réanimation, la frontière est beaucoup plus floue, non pas bien sûr qu'on administre la mort en réanimation, mais du fait du contexte technique, des traitements mis en place, la frontière est beaucoup plus floue. Aussi, dans la société, la mort violente et la mort naturelle sont distinguées, et en réanimation, du fait du contexte de soins lui-même, eh bien, là aussi, la frontière est beaucoup plus floue. Et puis la mort peut aussi être ambivalente dans les situations, par exemple, de mort encéphalique. La différence entre la mort réelle et la mort réelle pour les familles et la mort déclarée pour les médecins peut être extrêmement compliquée à gérer. Je travaille là-dessus en ce moment et les familles ont beaucoup de mal à comprendre cette mort encéphalique et ça peut rendre très compliqué la gestion du décès, à la fois pour les familles, mais ça peut être aussi extrêmement compliqué pour le personnel paramédical. Autre élément, c'est que la mort, qui est un événement quand même douloureux pour chacun d'entre nous, redouté même, ici doit prendre un sens un peu différent puisqu'elle doit représenter la meilleure décision, le meilleur intérêt du patient et la meilleure décision, celle qui va être partagée par le plus grand nombre. Deuxième type d'ambiguïté maintenant liée au patient. Et c'est vrai que le patient cristallise une ambivalence importante puisqu'il est à la fois absent et présent. Il est absent du fait souvent en réanimation, et notamment en fin de vie, de son inconscience parce qu'il est sédaté ou parce qu'il est dans le coma ou pour différentes raisons. Donc il est absent en tant qu'acteur de la situation, mais il est évidemment présent. Il est présent du fait de son corps et c'est une présence dans les situations de fin de vie qui se prolonge, qui peut même être parfois embarrassante pour les soignants. Donc, pendant l'hospitalisation, en réanimation, la gravité de l'état du malade permet son évacuation en tant que sujet. Donc, on se concentre sur ce corps malade, comment on peut faire pour le sauver. Mais la notion de sujet va revenir en force, soit au moment où le patient va mieux et il se réveille, il va sortir du service, soit au contraire lorsque il approche plus en plus de la fin de vie. Donc dans ces situations, il n'est plus patient objet de soins, il devient vraiment une personne en fin de vie et donc il va réveiller des nouvelles problématiques que les soignants mettaient un petit peu de côté jusque-là pendant sa prise en charge.
Et puis, dernier ensemble d'ambiguïtés, plutôt lié à la famille maintenant, c'est que la famille est l'objet d'un double jeu, d'une double relation, j'ai envie de dire. Sa place est ambiguë. En réanimation, pour ce que j'ai observé, que j'observe encore maintenant en 2014, c'est que la famille est bouleversée, bien sûr, par cette situation, et elle est à la recherche d'une relation assez, même si j'aime pas ce terme, assez paternaliste. Elle a vraiment besoin d'être rassurée, de faire confiance. Et elle va fuir la responsabilité décisionnelle. De toute façon, la décision n'est pas la sienne, mais elle ne veut pas être impliquée, en tout cas, dans la décision. Et donc, sa participation aux décisions de fin de vie est le plus souvent implicite, puisqu'on va la prendre en compte quand même, et c'est nécessaire. Et puis, elle est parfois aussi le résultat d'un effet un peu pervers, entre guillemets, dans le sens où ses mots vont peser, ses attitudes vont peser sur la décision sans qu'elle ne le sache forcément. On va dire, ben là, la famille n'est pas du tout prête, il y a de l'interprétation, donc on va continuer pendant 2 jours le temps qu'elle soit prête. Donc tout ça, l'idée, c'est pas d'être malveillant, au contraire, l'idée, c'est d'être bienveillant, mais il y a une interprétation des propos dont les familles ne sont pas forcément au courant. Donc la famille est un acteur de la décision, mais plutôt un acteur malgré elle, une sorte d'acteur passif, comme ça a été décrit dans d'autres études, et non actif. Donc c'est au sein de cette situation d'ambiguïté médicale parfois, relationnelle à d'autres moments, que les équipes de réanimation vont prendre les décisions de limitation d'arrêt des thérapeutiques et vont les mettre en acte. Donc la mort du patient engage vraiment les professionnels, et ça c'est important. Ce n'est pas des décisions qu'on prend comme ça, c'est des choses qui vont impacter sur leur vécu et qui obligent les soignants à faire des choix qui vont être de type médical, c'est sûr, mais aussi moral, social, légal, dont ils ne maîtrisent pas toujours les conséquences sur leur vécu. Et on sait qu'en réanimation, le taux d'épuisement professionnel est extrêmement élevé. Une étude qu'on a réalisée il y a quelques années montrait que 30% des infirmières et 50% des médecins réanimateurs souffraient d'épuisement professionnel et que cet épuisement était en lien avec la gestion, pas uniquement, mais aussi en lien avec la gestion de la fin de vie.